Oui, David, bien sûr. Il remonte maintenant à 2016, puisque dès l'origine de la loi El Khomri, posant les premiers fondements du rapprochement, sa première étape en tout cas du rapprochement des branches, les conseils d'administration des deux organisations professionnelles ont décidé d'une démarche proactive. Une démarche proactive qui était dictée, et qui est toujours dictée d'ailleurs, par trois considérations. D'abord, la première, une convergence de fond des marchés sur lesquels opèrent les entreprises des deux secteurs. Vous avez des entreprises électroménagers qui vendent de la cuisine, des cuisinistes qui vendent de l'électroménager, de la literie aussi qui se répartit sur les marchés. Il y a donc une convergence de fond, et ça c'est un mouvement de fond de moyen et de long terme, qui entraîne et amplifie une convergence des métiers et des mobilités salariales au sein de cet univers, on va dire, de l'équipement du foyer. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'était aussi des similitudes. Les deux conventions collectives, fortes chacune d'une soixantaine de milliers de salariés, étaient cousines germaines, on va dire. Elles se ressemblaient dans leur architecture. Alors, tout n'est pas comparable, évidemment, ligne à ligne, mais voilà. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il y avait aussi une convergence sociale de fait, quand on étudiait les deux rapports de branches, les rapports sociaux des deux branches, de longue date d'ailleurs, l'âge moyen des salariés, le taux de TPE, 85% dans les deux, et on pourrait multiplier la répartition par catégorie des statuts salariés, hommes, femmes, etc. Tout cela était déjà extrêmement similaire. Donc, ce faisceau de convergence de fond nous a conduit à réfléchir et à dire on ne peut pas attendre de se voir imposer à terme. On n'était pas considéré, si vous voulez, en 2016, on ne l'est toujours pas d'ailleurs, si j'ai bien compris M. Ramin aujourd'hui, comme des branches inférieures à 5000 salariés ou sans vie sociale, etc. On aurait pu attendre. On a décidé de ne pas attendre et d'agir parce qu'on s'est dit il vaut mieux anticiper l'avenir de moyen et long terme plutôt que de le subir à un moment ou à un autre en se voyant flécher une direction qui ne serait pas forcément dans nos intentions. Donc, depuis début 2017, les deux organisations professionnelles, enfin les trois devrais-je dire, puisque côté électroménager, il y a deux organisations professionnelles représentatives, même si la FNACRM a un peu plus de 88% de représentativité, ont décidé, à trois, de lancer le chantier de réunion à terme de ces deux conventions collectives pour, avec l'ambition justifié par tout ce que je viens de préciser, de constituer un pôle social de l'équipement, de l'habitat, du foyer, de la maison, appelons-le comme on veut, à contrario de l'équipement de la personne, par exemple, ou à contrario de l'alimentaire ou d'autres choses, fort entre 120 et 125 000 salariés. Parce qu'on pense que, et c'est ce qui présidait d'ailleurs à la réforme de la formation qui est intervenue entre-temps, en 2018, qu'il y a beaucoup de cohérence dans cet exercice et que le mot d'ordre qu'on doit tous se fixer, c'est la cohérence au nom de la convergence. Parce que faut-il voir? En dépend de l'attractivité sociale des entreprises sur un marché de l'emploi de plus en plus difficile en termes de recrutement, même s'il est plein de paradoxes sur ce sujet, et puis aussi le fait que les salariés, cela puisse accroître leur mobilité. Nous sommes dans les deux secteurs, on partage cette spécificité de produits assez techniques, caractérisés par un taux important de livraison, pose, installation. C'est pas que de la vente emportée, et même quand c'est de la vente emportée, il y a la technicité sur ces produits, des volumes, des produits de volume, etc. Rassembler des branches qui sont susceptibles de salarier des personnels, ça accroît la mobilité de ces personnels. Un petit peu comme c'était un des mots d'ordre de la réforme de la formation, seulement des OPCO avec une certaine cohérence. Donc voilà, on est dans ce chantier. Il a été caractérisé par deux étapes. Il existe une petite convention collective non étendue des spécialistes cuisine, qui rassemblait moins de 5000 salariés, qui n'avait jamais été étendue, qui a été donc non pas rattachée, elle a été dissoute, mais on a réussi avec les partenaires sociaux au cours de cette première étape à préserver
le point positif de cette micro-branche à l'époque était l'existence de CQP et de titres. Donc on a rapatrié dans la convention collective de l'ameublement, avec les positionnements qui allaient avec, etc., évidemment. Ça, c'était un premier volet du dossier dès 2017. Et puis là, les négociateurs sociaux, dont je ne fais pas partie, ce n'est pas mon métier, contrairement à beaucoup d'autres d'entre vous ici, sont engagés. Il y a eu un accord de méthode signé. On s'est donné au passage les moyens du dialogue social, parce qu'on disait tout à l'heure que c'était chronophage, que c'était un lourd investissement, et pas qu'en temps et en hommes, mais en moyens aussi, en conseil extérieur, etc. On s'est donné les moyens de ce dialogue social, puisqu'il existait un dialogue social dans la branche ameublement depuis quelques années déjà. La branche électroménager l'a adopté également, et est venu se rajouter un dialogue, une contribution au dialogue social interbranche. On est bien, professeur, toujours dans l'interbranche pour l'instant. Et tout ça donne les moyens financiers tant aux organisations professionnelles que syndicales de staffer et de professionnaliser, entre guillemets, ce chantier. Donc, ils en sont là. On a un tronc commun de négociation collective. L'objectif, alors ça a commencé courant 2017, on est fin 2021. L'objectif, ça reste un objectif, on verra s'il sera atteint, des négociateurs, c'est de parvenir à un tronc commun présentable à la Direction générale du travail fin 2022, début 2023, portant sur tous les sujets. Alors, il y a des sujets dont on ne maîtrise pas complètement le calendrier. Il s'apprêtait là à ouvrir le chapitre formation, sauf qu'il y a une loi ANI qui est prévue, donc ça décale d'autant si on ne veut pas négocier pour rien pendant 3 mois, quelque chose qui serait susceptible d'être mis en cause 2 mois plus tard. Ce tronc commun, ils ont mis les classifications de côté, ils travaillent en interbranche sur les classifications, mais en considérant que ces classifications, c'est toujours plus long que le restant des dispositions, donc, ce qui ne veut pas dire qu'on les exclut d'un corps commun à terme. Donc voilà un petit peu où on en est, et puis on verra bien ce que cela donnera. On a un chantier qui n'est pas directement lié au rapprochement des branches, mais que nos conseils d'administration FNAEM et FENACEREM ont souhaité néanmoins engager de pair, c'est celui de la réunion des 2 organisations professionnelles. Ce n'est pas une obligation, mais on considère qu'à terme, s'il y a une convention commune ou, dans la mauvaise hypothèse où les négociations échoueraient, il faut toujours une hypothèse A et B, il serait toujours plus facile d'avoir une organisation professionnelle commune, d'autant plus que sur tous les autres sujets extrasociaux, l'environnement, l'économie, la fiscalité, que sais-je encore, compte tenu de la convergence des marchés et des situations, ils sont traités en commun pour plus de 80% d'entre eux aujourd'hui. Donc, il y a ce chantier-là. On considère aussi qu'avoir des organisations professionnelles plus unifiées, plus réunies, ça facilite aussi, ça fluidifie, ou en tout cas c'est susceptible de fluidifier ces exercices de rapprochement de conventions collectives, parce que ça supprime bien des considérations sur lesquelles on vient de voir, et elles sont vraies aussi tant côté syndical qu'OP, ces situations de fait. Voilà où nous en sommes. Ça pose un certain nombre de sujets, mais on va y revenir sur le chapitre des difficultés. Tout à fait. Merci pour du coup ce rappel du contexte. Comment justement vous réagissez face aux principales difficultés et comment vous les relevez? Alors, il y a pu en avoir depuis 2016, chronologiquement, successivement, plusieurs. Comme il s'agissait d'une démarche proactive, que nos 2 branches n'étaient pas directement et immédiatement visées par les premières dispositions légales, il a fallu, au fur et à mesure du temps, convaincre l'ensemble des partenaires sociaux de l'utilité et de la pertinence de cette démarche qui nous projetait dans le moyen et le long terme. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que chacun a compris l'utilité et toutes les organisations syndicales participent aux négociations activement. D'ailleurs, il y a déjà dans certaines organisations syndicales des délégués syndicaux qui sont communs aux 2 branches. Ça s'est apparu au cours des 4 ou 5 dernières années. Alors, ça peut être le fait du hasard dans une organisation syndicale ou pas, je ne sais pas, mais en attendant, il y a tant côté patronal que syndical aujourd'hui, un certain nombre d'organisations qui sont
présentés de façon par la même personne au sein des négociations. Donc ce chantier-là, si vous voulez, cette première difficulté, elle nous semble levée. Je ne sais pas s'il y aura 5 signatures, in fine, sur ce chantier, mais en attendant, tous participent activement à ce chantier. Et on sent que chacun le fait aujourd'hui avec un degré de conviction supérieur à ce qu'il pouvait être il y a 3 ans encore. Alors, les contributions au dialogue social ont aussi facilité, et leur extension, l'exercice, naturellement. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, je ne sais plus qui tout à l'heure employait le mot de nécessité, pas de transparence, mais j'ai relevé le mot de lisibilité de la part de la Direction générale du travail sur ce chantier pour tout le monde. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'il existe un certain nombre de questions très techniques sur lesquelles je ne vais pas détailler ce matin, mais qui sont autant de cailloux dans la chaussure de ce genre d'exercice. Je citerai simplement 2 exemples. Le premier, il a trait, j'y reviendrai pas, aux mesures de représentativité. De tous côtés, l'administration du travail a peaufiné depuis 2016 ses positions sur un certain nombre de sujets, mais il y a encore quelque temps, on ne savait pas si, en tant qu'organisation professionnelle, mais c'est la même chose pour les organisations syndicales, comment bien déposer une demande en représentativité sur une convention commune, dans l'hypothèse où elle existerait. Doit-on le faire à l'échéance quadriennale de chaque mesure, ou peut-on le faire pendant une période quadriennale, et de quelle façon, avec quelles conséquences, etc. Ça, c'est en train de se préciser petit à petit, mais il y avait des incertitudes juridiques qui pouvaient avoir des conséquences existentielles. Puis il y a nous, on a, sur le chantier de la réunion des organisations professionnelles, une inquiétude jurisprudentielle. Il existe une jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation d'octobre 2016, je crois, qui dit, je la résume, que quand une organisation professionnelle, signataire d'une convention collective, disparaît, même volontairement, pour s'intégrer dans un ensemble plus grand, la convention collective tombe. Alors on n'a pas souhaité se suicider tout de suite en public et collectivement, hein, mais là, on est en lien avec la Direction générale du travail, on attend son analyse, parce que le but, c'est quand même d'exister. C'est pour ça qu'on a créé la Confédération nationale de l'équipement du foyer, que pour l'instant, le chapeau existe, qu'il est actif sur tous les sujets extrasociaux, mais que sur le sujet social, on attend des réassurances, espère-t-on en tout cas, de la Direction générale du travail pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, tous nos moyens sont mutualisés. Non, mais on transfère les charges quand? Dans la nouvelle structure, parce qu'on ne veut pas non plus se saborder. Et là, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il peut y avoir des choses trappes tous les 200 mètres, une impasse ou autre. Il faut faire très attention. Et là, le besoin d'éclaircissement, de donner des perspectives et de réassurance sur ces sujets qui sont souvent des sujets techniques. Il y a déjà eu du progrès de la Direction générale du travail, mais il en reste, et je reprends votre suggestion, professeur, de voir tout ça coucher dans une sorte de vade-mecum, de memento, de quelque chose, mais qui soit un outil pour nous tous, pour pouvoir avancer de façon plus sereine. Si les conventions collectives tombent, c'est une conséquence pour les organisations professionnelles, c'est une fonction régalienne et historique, mais ça a aussi, de facto immédiatement, la même conséquence pour les délégués syndicaux chargés de la négociation de ces conventions.